Elle était une légende, maintenant invisible, incroyable. Dans la chaleur étouffante d'une base militaire française au Mali, en septembre 2023, Amara Diallo essuyait la sueur de son front noir luisant. Elle travaillait sous le ventre d'un hélicoptère de combat Tigre, ses mains expertes manipulant les outils avec une précision troublante. Personne ne savait que cette mécanicienne de 28 ans était autrefois l'une des pilotes d'élite les plus redoutés de l'armée française. Le tatouage discret derrière son cou, un aigle stylisé, était le seul indice de son passé dans les forces spéciales. Mais ce secret pesait lourd sur ses épaules chaque matin quand elle enfilait sa combinaison de travail. Diallo, ton putain de boulot sur le rotor principal est de la merde. Le capitaine Moreau cracha ces mots avec mépris, ses yeux bleus glacial fixant Amara. Une femme comme toi devrait rester à la cuisine, pas dans un hangar militaire. Les autres mécaniciens ricanèrent, habités par cette misogynie ordinaire qui empoisonnait l'atmosphère. Amara serra les dents, ses poings se crispant autour de sa clé à molette. Oui, mon capitaine, murmura-t-elle, avalant sa fierté comme un poison amer. Elle savait qu'un seul mot de travers pourrait faire exploser sa couverture. Moreau s'éloigna en ricanant, laissant derrière lui l'odeur de son arrogance masculine. Chaque jour, Amara regardait les pilotes décoller dans leurs machines de guerre. Elle connaissait chaque vibration, chaque son, chaque réaction de ces appareils mieux que leurs propres pilotes. 3 ans plus tôt, elle commandait une escadrille d'hélicoptères d'attaque au-dessus de la Syrie. Son nom de code était « Panthère Noire », elle était invisible. Mortelle, impitoyable, mais une mission avait mal tourné. Ces hommes étaient morts à cause d'une erreur de renseignement, et elle avait été désignée comme bouc émissaire. Plutôt que de subir une cour martiale injuste, elle avait choisi de disparaître. Maintenant, elle existait dans l'ombre, réparant les machines qu'elle pilotait autrefois comme une extension de son âme. Un matin de novembre, l'alarme rouge retentit dans toute la base. Situation d'urgence, une équipe de reconnaissance est bloquée dans les montagnes. Le colonel Dubois, un homme sec aux cheveux grisonnants, fit irruption dans le hangar. Nous avons besoin de tous les pilotes disponibles. La météo est catastrophique. Amara leva les yeux de son travail, son cœur battant plus fort. Mon colonel, nous n'avons que 2 pilotes qualifiés pour ce type de mission, dit le capitaine Moreau. Et ils sont tous les 2 en permission. Le silence tomba comme une chape de plomb sur le hangar. Je peux y aller, dit Amara d'une voix claire. Tous les regards se tournèrent vers elle avec incrédulité. Moreau éclata d'un rire méprisant. Toi, une putain de mécanicienne? Tu sais même pas faire démarrer un scooter. Je sais piloter, insista Amara, se levant lentement. Connerie, cracha Moreau, retourne à tes boulons, négresse. Le mot claqua comme une gifle dans l'air tendu. Amara sentit une rage froide monter en elle. Une colère qu'elle avait réprimée pendant 3 longues années. Répète ça, enfoiré, siffla-t-elle, ses yeux noirs brillants de menace. Le colonel Dubois, intrigué par cette tension soudaine, prit une décision. Diallo, si tu prétends savoir piloter, prouve-le. Simulateur, maintenant, tu as 5 minutes pour me convaincre. Amara marcha vers le simulateur de Tigre, ses jambes tremblant légèrement. Cela faisait 3 ans qu'elle n'avait pas touché des commandes de vol. Elle s'installa dans le cockpit, ses mains retrouvant instinctivement leur place. Au moment où elle alluma les systèmes, quelque chose se réveilla en elle. La panthère noire sortait de sa cage. Le simulateur projeta un scénario de combat complexe. Terrain montagneux, visibilité réduite, multiples menaces au sol. Amara ferma les yeux une seconde, respirant profondément, puis ses mains bougèrent sur les commandes avec une fluidité surnaturelle. L'hélicoptère virtuel dansa entre les pics rocheux comme un oiseau de proie. Elle évita les missiles solaires avec des manœuvres impossibles. Ses tirs de roquettes touchèrent chaque cible avec une précision chirurgicale. En 12 minutes, elle avait accompli une mission que les meilleurs pilotes mettaient 20 minutes à réussir. Quand elle sortit du simulateur, le hangar était plongé dans un silence de mort. Tous les mécaniciens la regardaient avec des yeux ronds. Le capitaine Moreau avait la mâchoire qui pendait. Putain de merde, murmura quelqu'un dans la foule. Le colonel Dubois s'approcha lentement, son regard scrutant Amara avec une intensité nouvelle. Qui es-tu vraiment? Demanda-t-il d'une voix grave. Amara releva le menton, sa fierté enfin libérée. Capitaine Amara Diallo, ancienne commandante de l'escadrille Raptor. Nom de code, Panthère Noire. 1 heure plus tard, Amara était sanglée dans un vrai tigre. À ses côtés, Léa Rousseau, une jeune pilote aux cheveux roux et aux yeux verts perçants. Léa était connue pour son tempérament de feu et son mépris des règles. Alors, la légende existe vraiment, dit Léa avec un sourire en coin. J'ai entendu parler de tes exploits en Syrie. Les légendes sont souvent exagérées, répondit Amara, vérifiant ses instruments. On verra bien si tu es à la hauteur de ta réputation. Léa avait cette confiance arrogante des jeunes pilotes qui n'avaient jamais vraiment frôlé la mort. La tempête qui balayait les montagnes était un monstre de vent et de neige. La visibilité était proche de 0. Les rafales atteignaient 100 km/h. Bordel, je ne vois rien, cria Léa dans l'intercom. Ne regarde pas dehors, ordonna Amara calmement. Fais confiance à tes instruments. Sens l'appareil, ne le pilote pas. Ses mains guidaient le tigre à travers les bourrasques avec une maîtrise surnaturelle. L'hélicoptère dansait avec la tempête au lieu de la combattre.
Léa observait, fascinée par cette démonstration de pilotage pur. Ils localisèrent finalement l'équipe de reconnaissance dans une crevasse étroite. 5 soldats français, dont 2 blessés graves, étaient bloqués par une avalanche. Les insurgés locaux avaient découvert leur position et se rapprochaient. Impossible d'atterrir ici, constata Léa. L'espace est trop restreint. Regarde et apprends, murmura Amara. Elle fit descendre le tigre dans la crevasse avec une précision millimétrique. Les rotors frôlaient les parois rocheuses de chaque côté. 1 centimètre d'erreur signifiait la mort pour tous. Au moment où ils chargeaient les blessés, les coups de feu éclatèrent. Des insurgés armés de RPG et de Kalachnikov les avaient encerclés. Contact ennemi, hurla Léa. Une roquette explosa à 3 mètres du tigre, projetant des débris partout. Amara sentit l'adrénaline exploser dans ses veines. La panthère noire était de retour. Accroche-toi, petite, grogna-t-elle. Elle fit bondir l'hélicoptère hors de la crevasse comme un diable sortant de sa boîte. Ce qui suivit fut un balai mortel entre les pics montagneux. Amara pilotait le tigre comme un chasseur traquant sa proie. Elle utilisait le relief pour apparaître et disparaître, frappant l'ennemi par surprise. Les canons de 30 mm crachaient la mort avec une précision chirurgicale. Léa, aux commandes des armes, suivait le rythme effréné d'Amara. « Putain, tu es complètement dingue !» cria-t-elle. Mais son ton trahissait l'admiration. Ensemble, elles décimèrent les positions ennemies en moins de 5 minutes. Mais la victoire eut un coup. Un tir de RPG avait endommagé le rotor de queue. L'hélicoptère vibrait dangereusement, perdant de l'altitude. « On va s'écraser !» paniqua Léa. « Pas aujourd'hui !» gronda Amara entre ses dents. Elle lutta contre les commandes rebelles, utilisant chaque gramme de son expérience. Le tigre se posa brutalement sur la base, dans un nuage de poussière et d'étincelles. Mais ils étaient vivants, tous, dans le bureau du colonel Dubois. Amara se tenait au garde à vous. Autour d'elle, tous les officiers supérieurs de la base l'observaient. « Capitaine Diallo », commença Dubois solennellement. « Votre performance aujourd'hui a été exceptionnelle. Mais nous devons parler de votre passé. » Il ouvrit un dossier épais marqué « Confidentiel défense ». L'incident de Syrie, vous avez été accusé de négligence ayant causé la mort de vos hommes. Les charges ont été abandonnées par manque de preuves. Je n'ai pas été négligente, dit Amara d'une voix ferme. J'ai été trahi par des renseignements falsifiés. Mes hommes sont morts parce que quelqu'un à Paris voulait ma peau. Une femme noire qui réussissait trop bien déranger certaines personnes. Le silence était pesant dans la pièce. Dubois referma le dossier lentement. Les temps ont changé, capitaine. L'armée française a besoin de pilotes de votre calibre. Je vous offre de reprendre du service actif. Amara regarda par la fenêtre les hélicoptères alignés sur le tarmac. Pendant 3 ans, elle avait vécu dans l'ombre, cachant qui elle était vraiment. Mais redevenir pilote signifiait aussi redevenir une cible. Quelle garantie avez-vous à m'offrir ? Demanda-t-elle. Que je ne serai pas à nouveau sacrifié pour des jeux politiques ? Dubois se leva et marcha vers elle. Aucune garantie, capitaine, juste ma parole d'officier, et la promesse que vous commanderez votre propre escadrille. 6 mois plus tard, Amara se tenait devant un hangar flambant neuf. Sur les portes était inscrit « Escadrille Panthère, Force Spéciale ». Ses pilotes étaient un mélange éclectique de marginaux et de surdoués. Léa Rousseau avait demandé son transfert pour servir sous ses ordres. Il y avait aussi Marcus, un pilote sénégalais victime de racisme. Sarah, une femme qui s'était battue pour être acceptée dans le combat. Et Ahmed, un franco-algérien brillant mais rebelle. Tous avaient été rejetés par le système traditionnel. L'escadrille Panthère se spécialisait dans les missions impossibles. Sauvetage en territoire hostile, élimination de cibles prioritaires, reconnaissance profonde. Chaque mission renforçait la réputation légendaire d'Amara. Mais elle savait que le succès attirait aussi les jalousies. Certains officiers supérieurs supportaient mal qu'une femme noire commande l'unité d'élite. Les rumeurs et les sabotages subtils commencèrent à se multiplier. « Ils essaient de nous couler », dit Léa un soir dans le mess. « Laisse-les essayer », répondit Amara avec un sourire froid. L'ordre arriva un matin de décembre, infiltrer un camp terroriste au Sahel. Les renseignements étaient minces, le soutien logistique minimal. Amara comprit immédiatement que c'était un piège. « Ils veulent nous voir échouer », dit Marcus en étudiant les cartes. « Ou mourir », ajouta Sarah sombrement. Amara rassembla son équipe dans le hangar. « Je ne vous mentirai pas. Cette mission put le coup monter. Qui veut rester au sol ? » Personne ne bougea. La mission tourna au cauchemar dès le décollage. Les renseignements étaient faux. Le camp était 3 fois plus grand que prévu. Ils tombèrent dans une embuscade parfaitement orchestrée. « C'est un putain de guet-apens », hurla Ahmed dans la radio. Les missiles solaires sifflaient autour d'eux comme des serpents mortels. L'un d'eux toucha l'hélicoptère de Sarah. Amara vit son ami s'écraser dans le désert dans une boule de feu. La rage explosa dans sa poitrine comme une bombe nucléaire. Ce qui suivit fut un massacre méthodique. Amara transforma son chagrin en fureur pure. Elle rasa le camp terroriste avec une précision chirurgicale. Chaque tir était un hommage à Sarah. Chaque explosion une prière pour les morts. Quand la fumée se dissipa, il ne restait rien du camp. Mais la victoire avait un goût amer. Sarah était morte.
Et Amara savait que ce n'était que le début. De retour en France, les médias s'emparèrent de l'histoire. Massacre au Sahel, l'escadrille Panthère accusée d'excès. Les images de destruction tournaient en boucle sur les chaînes d'information. Amara fut convoqué devant une commission d'enquête parlementaire. Capitaine Diallo, vos actions ont causé des dommages collatéraux considérables. Mes actions ont sauvé des vies françaises, répliqua-t-elle froidement. Et vengé la mort de mes soldats. La salle gronda de murmures désapprobateurs. Peu à peu, Amara se retrouva isolée. Ses supérieurs la tenaient à distance. Ses pairs l'évitaient. Seuls ses pilotes lui restaient fidèles. Ils ont peur de toi, dit Léa un soir. Peur de ce que tu représentes. Une femme noire qui refuse de se soumettre. Amara regardait les étoiles par la fenêtre de son bureau. Peut-être qu'ils ont raison d'avoir peur. Peut-être que je suis devenu un monstre. L'ordre final arriva par un matin pluvieux de mars. Dissolution de l'escadrille Panthère. Mutation d'Amara vers un poste administratif à Toulon. Il nous brise, dit Marcus. Les larmes aux yeux. Non, répondit Amara avec détermination. Il nous libère. Cette nuit-là, elle rassembla ses pilotes une dernière fois. Nous ne sommes plus des soldats français, leur dit-elle. Nous sommes des mercenaires de la justice. 6 mois plus tard, dans une base secrète au Tchad, Amara dirigeait une compagnie militaire privée. Ses anciens pilotes l'avaient suivi. Abandonnant leur carrière militaire, ils opéraient maintenant pour des ONG, des gouvernements africains, tous ceux qui avaient besoin de justice. Panthère Noire Sécurité était devenu légendaire dans toute l'Afrique. Amara avait trouvé sa vraie famille, sa vraie mission, loin des préjugés et des jalousies de l'armée française. 1 an après sa démission, Amara reçut un appel désespéré. Des terroristes avaient pris en otage une école française à Bamako. L'armée française était dans l'impasse. Les négociations échouaient. Nous avons besoin de vous, capitaine, supplia le colonel Dubois au téléphone. Vous êtes la seule qui puisse réussir cette mission. Amara regarda ses pilotes, tout volontaires pour cette mission suicide. On y va, dit-elle simplement. L'opération de sauvetage fut un chef-d'œuvre tactique. En 15 minutes, l'escadrille Panthère libéra tous les otages. Aucun enfant ne fut blessé. Tous les terroristes furent neutralisés. Les images de l'assaut firent le tour du monde. Amara était redevenue une héroïne nationale. Mais quand les journalistes voulurent l'interviewer, elle avait déjà disparu, retournée dans l'ombre, là où les vrais panthères chassent. Aujourd'hui, dans les écoles de pilotage militaire, on raconte encore l'histoire de la panthère noire. Cette femme qui a refusé de se soumettre aux préjugés, qui a transformé sa colère en force, son exclusion en liberté. Les jeunes pilotes, hommes et femmes de toutes couleurs, s'inspirent de son exemple. Ils savent qu'il est possible de voler haut, même quand le système vous tire vers le bas. Amara n'était pas parfaite, elle avait fait des erreurs, pris des décisions discutables, mais elle avait toujours été fidèle à ses valeurs. Justice, courage, loyauté envers ses hommes. Dans un monde imparfait, elle avait choisi d'être imparfaitement juste. Et parfois, c'est tout ce qu'on peut faire. Être un fantôme qui refuse de disparaître. Une panthère qui continue de rugir dans la nuit. Quelque part en Afrique, dans une base dont l'existence est niée par tous les gouvernements. Amara Diallo, 40 ans maintenant, forme une nouvelle génération de pilotes. Des jeunes gens de toute nationalité, unis par le même idéal. Voler pour ceux qui ne peuvent pas se défendre. Être la justice là où elle n'existe pas. Souvenez-vous, leur dit-elle chaque matin. Nous ne sommes pas des héros. Nous sommes juste des gens ordinaires qui refusons d'accepter l'injustice. Et parfois, c'est suffisant pour changer le monde. Les hélicoptères décollent dans le soleil levant, portant l'espoir vers ceux qui en ont besoin. La panthère noire continue de chasser. Et elle ne s'arrêtera jamais.